Aujourd'hui, on va se régaler. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo et aussi à passer tous les entretiens téléphoniques nécessaires pour avoir plein de petites anecdotes, de tranches de vie et voilà, d'une petite info croustillante. Bah déjà, à partir du moment où tu passes 1h30 au téléphone avec Guy Coulon, tu te la régales. Notre sujet étant donc les motos les plus dominantes de l'histoire. Et je vous invite donc de ce pas à vous installer en pré-gris. C'est parti pour notre deuxième épisode de notre rubrique Plein phare. Et boum! Non, je déconne. Ouais, je suis un peu malade. Imaginez si Roméo avait pu emballer Juliette. L'histoire aurait été belle, hein? Pas autant que la romance que je vais vous conter là. Celle d'Agostini et de sa promise. La MV Agusta 503C 3 cylindres. Allez-y, vous pouvez démarrer la mariée. Ils étaient littéralement faits l'un pour l'autre et c'est précisément ce qui leur a permis de tout gagner. Lui et sa petite taille, elle et son gabarit très compact. Lui et son pilotage tout en finesse, elle et sa partie cycle hyper affûtée. Lui et sa belle gueule, elle et sa robe rouge et grise juste sublime. Les 4 cylindres et 6 cylindres de la concurrence, plus puissants certes mais aussi plus encombrants, n'avaient aucune chance face à leur amour. Et de cette union sacrée ont découlé 7 titres de champion du monde en catégorie 500 entre 1966 et 1972. Pardon, les histoires d'amour ça m'émeut toujours. Et ne vous y trompez pas, c'est Agostini qui a fait la légende de la MV, mais c'est aussi la MV qui a fait la légende d'Agostini. Guy Coulon, que j'ai eu au téléphone pour préparer ce sujet-là, a bossé récemment sur la restauration d'une 503C. Et il m'a dit qu'en fait, elle n'était pas spécialement avant-gardiste ou même en avance technologiquement sur ses concurrentes directes. Mais par contre, tout sur cette moto est réalisé à la perfection. Comme la métrologie par exemple, qui apparemment est juste surprenante pour l'époque. L'ironie du sort veut donc que l'icône latine absolue soit peut-être la plus japonaise dans sa fabrication. Probablement que la culture aéronautique de la marque, qui n'était pas si loin encore à l'époque, a beaucoup contribué à ce haut niveau de qualité de fabrication et d'exigence industrielle. Suivante. Oui, la moto la plus titrée du sport américain, toute catégorie confondue, est une Harley Davidson. Et celle-là, pour le coup, elle avait vraiment peur de personne. La XR 750 est tout simplement la machine de flat track originelle. Elle a gagné 29 titres sur 37 entre 1972 et 2008. Petit détail sympa, elle a un bicylindre en V ouvert à 45 degrés avec un angle Twingle Cream-Onion. En gros, c'est un twin qui se comporte presque comme un mono avec les deux combustions qui se succèdent à seulement 45 degrés d'intervalle pour laisser plus de temps au pneu arrière de retrouver du grip. C'est exactement le même principe que le calage Crossplane ou le calage Big Bang qu'on a retrouvé bien plus tard, notamment chez Honda et Yamaha. Si Alexandre le Grand avait pu conquérir l'Orient à dos de moto, il l'aurait sans aucun doute fait avec une Honda NXR 750. Rien n'assure rassasier son appétit de sable et de victoire. 4 engagements au Dakar, entre 86 et 89, 4 titres. Veni, Vidi, Vici. Guy Coulon m'en a vraiment parlé avec des trémolos dans la voix, bon déjà parce que techniquement cette moto est unique, mais aussi parce qu'en fait il était impliqué de très près dans son développement. Et il m'a expliqué notamment que cette moto était un véritable laboratoire roulant. En fait elle a été commanditée par le groupe Honda Motor au HRC pour qu'ils puissent travailler sur notamment les basses frictions et aussi les carburants pauvres. Chambre de combustion lenticulaire, donc piston creux, vilebrequin monobloc, calage particulier, moteur très compact. C'était un pur prototype réfléchi spécifiquement pour l'exercice du Dakar et c'est ce qui explique en grande partie son succès. Fiable, performante, pragmatique, un vieux journaliste d'MJ qui suivait en fait d'ailleurs les Dakar à l'époque en tant que photographe, un jour m'a raconté une anecdote complètement folle. Apparemment, un pilote en spécial aurait fendu le carter moteur en deux, il a vidangé l'huile de boîte dans le désert, il a pris de la pâte à froid, il a ressoudé le carter et au lieu de mettre de l'huile qu'il n'avait pas, il a mis du gasoil dedans et la moto a tenu jusqu'à la fin de l'étape. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je trouve que c'est ce genre de petite anecdote qui rajoute un peu à la mythologie. Avec la chute du mur de Berlin, la fin des années 80 marque une époque de paix et de concorde. Mais c'est aussi vrai dans la moto, parce qu'à cette époque-là est née une machine qui a mis tout le monde d'accord, la Honda VFR RC30.
Osez me dire que ça inspire pas la sérénité et la paix intérieure. La RC30, c'est une des meilleures machines, d'une des plus grandes lignées, d'un des plus grands constructeurs de motos de course. Elle a non seulement tout gagné, mais aussi gagné partout. 21 titres en Superbike national, dans 9 pays différents, 2 titres en mondial, 6 victoires au bol d'or, 5 aux 24 heures du Mans, autant aux 8 heures de Suzuka, 4 titres mondiaux en endurance et 26 participations au Tourist Trophy. Mais tout ça, seulement entre 1985 et 1994. Et si vous voulez mon avis, sa plus belle victoire, c'est clairement celle en catégorie Open au 24 du Mans en 2009. Techniquement, la RC30, c'est une vraie pépite. V4 ouvert à 90 degrés, distribution par casquette de pignon, bielle en titane, double radiateur incurvé et évidemment ce monobras. Bon après, c'est vrai que je trouve qu'ils en font tous un peu trop avec cette moto. La RC30 n'était pas la plus puissante à l'époque, mais elle était tellement aboutie et naturelle que les pilotes arrivaient vraiment à rouler vite à son guidon, mais surtout longtemps. D'ailleurs, si vous êtes fan de course moto et de Grand Prix, vous n'êtes probablement pas sans savoir que le 8, 9, 10 mai prochain aura lieu comme chaque année une des plus grandes fêtes nationales de la moto, le Grand Prix de France, au Mans. Et l'organisateur nous a suggéré de vous rappeler que bien que toutes les tribunes soient complètes, il reste encore des places en enceinte générale. L'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans et à 122 € du jeudi au dimanche pour les adultes. Rendez-vous sur le site gpdefrancemoto.com et encore merci à eux de soutenir cette rubrique. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est la classe. Attention, là, bijou. Aussi vrai qu'il n'y aura qu'une seule Joconde, il n'y aura qu'une seule 916. Et l'œuvre de De Vinci n'a pas fini de faire la moue devant celle du maître Tamburini. La Ducati est née d'une passion tellement pure et fertile qu'elle a engendré une autre légende, la Honda VTR SP1. Et elle est tellement belle qu'on a un peu tendance à lui accorder tous les mérites. Mais en réalité, elle a rien inventé ni révolutionné. D'ailleurs, en compétition, la 916 n'a même jamais été 916 puisque c'était en réalité une 955 cm3. En fait, la réalité, c'est qu'elle a juste su recycler et améliorer un tout petit peu la recette de ses aïeuls 851 et 888. Ou 888 pour les intimes. À savoir, profiter de l'avantage de cylindrée que les règlements sportifs offraient à son architecture moteur. Pour aller terrasser les 4 cylindres en ligne 750 de ses concurrentes japonaises. En fait, face à la puissance pure, la 916 a misé davantage sur son gros couple, mais aussi sur sa finesse incomparable et sur sa rigueur et son agilité intraitable qu'elle devait en partie à sa partie cycle un petit peu singulière, basée sur un 4 traits tubulaire et un monobras oscillant. Résultat, une domination totale dès sa première année d'entrée en World Superbike avec un titre à la clé et 11 manches remportées sur 22 par Carl Fogarty. Au total, la 916 c'est quand même 5 titres pilotes en 6 saisons et 2 titres de plus avec l'évolution 996, sans compter sur d'innombrables titres nationaux, et elle a même fait une pole position au bol d'or en 94 dans les mains de Stéphane Chambon. Big Bang. Même le nom de son calage moteur, il fait peur. D'après Guy Coulon, la Honda NSR 500 et son V4 de temps cristallisent à elle seule une époque où la précision, la rigueur et la constance nippone faisaient encore la différence face à la créativité latine. Non mais déjà, écoutez ce bruit. T'as envie de sentir aussi. La NSR, c'est tout simplement la moto qui a le plus de victoires en Grand Prix avec 140 succès. Elle est 10 fois championne du monde, dont 5 fois consécutives seulement avec Mick Doohan entre 1994 et 1999. Le port du gilet réfléchissant vélo électrique est obligatoire selon l'article R 431-1. Alors techniquement, la NSR, elle a évolué tout au long de sa carrière, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que sa pièce maîtresse, c'était son vilebrequin. Contrarotatif, Big Bang, en fait son embiellage était tellement complexe et exigeant à produire qu'à l'époque, il n'y avait que la force de frappe des industriels nippons qui étaient capables de pondre un truc pareil. Donnant de fait un énorme avantage à la NSR, donnant de fait un énorme avantage à ses pilotes. Presque tout le monde pouvait gagner avec la Honda, mais quasiment personne ne pouvait gagner sans elle. L'Aprilia RS 250. Une moto qui a fait fantasmer des gosses, transformer des ados en champions et fait de certains adultes des légendes. L'Aprilia, c'est la 2,5 ultime sur laquelle une des plus grandes générations de pilotes s'est fait les dents de lait. De Rossi, en passant par Biaggi, par Stoner ou même Lorenzo. La RS, c'est quand même 9 titres de champion du monde en 14 saisons, soit de 1994 à 2007. Et à la fin, elle était tellement dominante et surreprésentée sur la grille que certains considèrent que c'est même elle qui a un petit peu accéléré le passage au Moto2. Pour Guy, cette machine, elle incarne juste à la perfection le génie italien. Peu de moyens, beaucoup d'idées, énormément de passion. D'ailleurs, il paraît qu'un certain Gigi Dall'Igna était déjà dans la boucle.
Et là vous vous demandez sûrement ce qui rendait la RS si performante et si dominante. Alors d'abord, il y a sa partie cycle hyper équilibrée et aussi son bicylindre de temps, un V ouvert à 90 degrés, à double vilebrequin contra-rotatif et distributeur rotatif. Des propositions technologiques quand même assez pointues pour l'époque, surtout qu'à ce moment-là, en réalité, les Japonais avaient déjà lâché l'affaire dans la catégorie. Et c'est évidemment aussi ça qui a contribué à sa domination. La G6R 1000, elle a jamais vraiment brillé en vitesse, mais en endurance, c'est une étoile filante. Avec le CERT, elle a remporté 16 titres mondiaux et son nom domine depuis 1985. L'Agex a évidemment eu les meilleurs pilotes, mais aussi et surtout le meilleur team. Oui, le Suzuki Endurance Racing Team y est pour beaucoup dans tous ses succès. Mais j'ai quand même appelé Damien Saulnier, le team manager du CERT, pour qu'il m'explique pourquoi Sagex est la plus titrée de sa discipline. Bon, première chose qu'il m'a dit déjà, c'est que comme tous les autres modèles de la gamme Suzuki, l'Agex a été développé pour être solide et fiable. Par exemple, il m'a parlé des entrées d'air forcé à l'avant qui ont été positionnées à un endroit précis pour éviter de fragiliser le cadre, notamment sur un choc frontal, ce qui n'est pas forcément le cas sur les concurrentes. Puis on peut parler aussi de sa distribution variable par bille, qui est quand même un système beaucoup plus simple et basique que le shift cam électronique de la BMW par exemple. Bon. Après, la vérité, c'est qu'en endurance, les motos qui gagnent, c'est souvent les motos les plus éprouvées. Et forcément, moins elles sont renouvelées, plus les teams ont le temps de les prendre en main et donc de les connaître par cœur, ce qui est essentiel pour l'endurance. La Honda RC211V, je pense que c'est le fantasme absolu de tous les essayeurs, de tous les ingénieurs, de tous les pilotes et même probablement de tous les fans de sport moto dans le monde. Déjà parce que c'est la plus belle moto de course du monde, mais aussi pour sa mécanique juste unique et incroyable, son V5 ouvert à 75 degrés. Il paraît que la 211 était tellement dominante au début du MotoGP en 2002 que la FIM l'aurait insidieusement boycotté quand ils ont changé le règlement pour passer à 800 cm3 en limitant le nombre de cylindres à 4. Un confrère qui l'a essayé, qui était déjà reporter sur les Grands Prix à l'époque, m'a expliqué que plus que de la puissance et de la performance mécanique pure, ce qui avantageait la V5 en fait c'était son moteur hyper étroit qui a permis à Honda de fabriquer un châssis extrêmement compact et hyper équilibré. Ce qui était exacerbé par son architecture moteur qui était en fait synonyme aussi d'une quasi totale absence de vibration. Donc du coup elle a gagné 14 des 16 premières courses du MotoGP et 15 sur 16 l'année d'après. Mais en 5 saisons, la RC211V c'est quand même 3 titres pilotes et 4 constructeurs. Et l'autre secret de sa domination, c'est évidemment qu'à l'époque c'était la plus aboutie du moment et en réalité Honda ont été les seuls, ou en tout cas ceux qui ont le mieux anticipé la nouvelle réglementation du MotoGP. Ouais, il se peut qu'un certain Rossi soit un peu pour quelque chose aussi. Bon, j'aurais aussi pu citer la RC213V de Marquez dans ce sujet-là, mais la réalité c'est que c'est Marquez qui faisait gagner la 213, alors que c'est bien la 211 qui a fait gagner ses pilotes. Tony Bou, ça vous dit quelque chose? Non? Bon, c'est normal, il vient d'une autre planète. C'est juste l'homme qui a le plus grand nombre de titres mondiaux, toutes disciplines confondues, même hors moto. Genre derrière lui, c'est Michael Phelps. Phelps? Putain, ça peut pas être David Douillet. L'Espagnol a 39 titres de champion du monde de trial, indoor et outdoor. Et vous vous en doutez, non seulement c'est un génie, mais sa moto aussi est géniale. On parle de la Honda Montesa 4RT, une machine qui a tout simplement remis le 4 temps sur le devant de la scène. Enfin non, c'est mieux que ça en réalité, parce qu'à elle seule, elle impose le 4 temps face à une horde de 2 temps qu'elle domine depuis 19 ans sans interruption. Alors techniquement, pour vous la faire simple, la Montesa, c'est un petit mono 4 temps, injection avec 2 bougies, une boîte 4 pour réduire le poids et du carbone partout. Bref, c'est un autre bijou du HRC. Et moi, ce que je trouve super fort, c'est qu'elle est plus légère encore que les cylindres à trous, avec seulement 70 kg sur la balance. Un supermode c'est léger, mais l'histoire de celui-ci pèse très très lourd. 17 titres de champion du monde pilote et constructeur et une domination totale et sans partage depuis le jour où ce 450 est passé à l'injection en 2009. Avec même 8 titres seulement pour notre légende française Thomas Charrière. D'ailleurs, je l'ai appelé pour lui demander ce qui rendait sa moto si performante et dominante. La passion italienne y est évidemment pour beaucoup. Ils se mettent en 4 pour qu'ils se mettent en travers. Bon, déjà, faut savoir que Thème Racing, c'est des Italiens qui font leur beurre dans le karting, donc ils ont déjà la compétition chevillée au corps. Et on peut considérer que c'est la seule usine au monde à être réellement investie à 200% dans le supermode. Si bien que la 450 S1 est la seule moto du plateau à avoir été développée spécifiquement pour l'exercice. Là où toutes les autres en réalité sont juste des motocross transformées. Par exemple, l'italienne a un cadre 100% maison
gazon, plus court que la moyenne et renforcé à des endroits vraiment stratégiques et propres à la discipline. Et son moteur qui est aussi 100% maison, il a évolué avec les disciplines et c'est le seul par exemple à avoir une boîte 6 quand les autres ont souvent des boîtes 5. Et à tout ça, comme le dit Thomas, s'ajoute la réactivité d'un petit artisan italien vraiment passionné. Depuis 2011, la KTM 450 Rally, c'est 13 victoires au Dakar en 16 ans. Voilà, allez, c'est tout, bisous. Mais non, je rigole. Mais à mon avis, c'est un peu l'effet que ça a fait à la concurrence. L'origine de sa suprématie, c'est un petit peu la même histoire que la TM Racing. En fait, cette moto-là, c'est la première moto d'usine à avoir été développée spécialement pour la discipline. KTM est vraiment partie d'une feuille blanche avec l'idée de faire la moto de rallye idéale. Ce qui veut dire fiable, performante et stable à haute vitesse. Là où une Yamaha, encore une fois, demeure grossièrement une moto de cross adaptée au rallye. Quelques petits exemples techniques qui rendent la KTM intraitable, déjà ça a été la première à avoir 3 réservoirs, mais aussi 2 pompes à essence séparées. L'idée c'est que le pilote, en fait, il puisse choisir quel bidon il veut vider en premier pour mieux répartir les masses en fonction du terrain sur lequel il évolue. Autre exemple, en rallye, en réalité, on prend des vitesses folles pendant longtemps. Ces petits carénages en plastique là qui ont l'air de rien, ils sont allés jusqu'à les étudier en soufflerie pour diminuer les turbulences à haute vitesse. Avec 6 titres d'affilée, je pense qu'on pouvait difficilement passer à côté de la ZX10 de Jonathan Rea. Et d'ailleurs, certains pensent même qu'avec sa ZX10, Jonathan Rea pouvait difficilement passer à côté de ses 6 titres. Je suis pas d'accord avec eux parce que je veux pas diminuer le talent du pilote, mais c'est vrai que sa moto était vraiment très dominante. D'ailleurs, Fabien Rouleau, que j'ai eu au téléphone, qui est le coordinateur compétition de Kawasaki depuis 2007, a bien insisté sur le fait que la rigueur et l'implication du Britannique avaient vraiment joué dans leur succès. Même si j'ai bien compris aussi à travers nos échanges que cette Superbike, c'était la plus MotoGP du plateau. D'abord parce que Kawasaki, c'était le seul constructeur majeur à ne pas être aussi investi en MotoGP. Donc ils avaient forcément plus de budget à allouer au Superbike. Et aussi parce qu'en réalité, la ZX10R, en fait, elle a profité des travaux de la ZX-RR du MotoGP qui s'est arrêtée seulement 5 ans avant son premier titre. 2 techniciens de l'aventure MotoGP ont d'ailleurs suivi en Superbike. Marcel Dwinker pour la partie cycle et Danilo Casonatos pour l'électronique. Et a priori, l'électronique, c'était justement un des aspects qui a fait que cette moto était si dominante. Kawasaki avait un contrat en direct avec le fournisseur Marelli, ce qui leur offrait non seulement plus de réactivité, mais aussi la possibilité d'éditer eux-mêmes leur logiciel. Ça leur a permis d'introduire par exemple une solution inédite à l'époque comme la gestion de l'allumage cylindre par cylindre pour un meilleur fonctionnement du contrôle de traction. Bon, et encore une fois, faut pas oublier que Rea était un monstre et que la moto de série dont était dérivée la moto de course était elle aussi monstrueuse. On parle quand même de la première sportive à avoir atteint les 200 chevaux. Si on peut difficilement accorder une domination absolue à un modèle dans les grosses catégories du Tourist Trophy, bien qu'en réalité, la CBR elle a dominé un peu les années 2000 et la BMW elle a pris la suite à partir de 2010, on peut clairement dire que la catégorie lightweight du TT est une coupe de marque Patton. Patton, non, ça parle à personne. C'est ça de pas lire la presse. Motojournal, à retrouver tous les mois chez votre marchand de journaux. 5,99€ les 104 pages, facturés moins du prix d'un appel local. Patton, c'est l'artisan italien qui fabrique la moto qui a gagné toutes les manches du lightweight depuis 2017. Voilà, c'est pas compliqué. En fait, la S1R, elle a été conçue et développée expressément juste pour cette course-là. En fait, ils avaient déjà des modèles comme ça à l'époque. Ils ont voulu refaire une gamme comme ça. Ils en ont vendu à des collectionneurs. En fait, ils ont dit on va aligner ça au TT, en faire une belle de course, ça va servir en exemple pour pouvoir en vendre. Ça a marché direct, la moto elle est arrivée, elle a gagné tout de suite. En fait, c'est une moto sur mesure assemblée autour du bicylindre vertical 650 Kawasaki. Ouais, tout de suite, ça fait moins rêver. Hein. Les doubles suspensions à l'arrière, ça marche bien, il y a une belle stabilité. Pour être honnête, sur circuit, c'est pas forcément aussi bien que les autres motos. Parce que la moto, elle est un peu plus longue, elle est vraiment étudiée pour la route, quoi. Dans ses entrailles, le Twin il est poussé à plus de 100 chevaux, ce qui en vérité est amplement suffisant pour emmener ses seulement 150 kg tout plein fait à plus de 250 km/h. Avec la Patton, nous on a l'acquisition de données dessus. T'es 70% du tour à fond. Tu m'en as largement assez dit, c'est cool. Sinon, bien ou bien? Pour que des Italiens acceptent de faire une moto moche, c'est qu'il y a vraiment une raison. On termine avec la Ducati Desmo Sedici, qui est probablement la moto la plus performante de l'histoire depuis la GP17. Par opposition à la NSR 500, la Desmo Sedici de l'ère moderne incarne cette fois-ci la revanche de l'inventivité latine. Parce que sans Marc Marquez dans le camp d'en face, elle gagnerait déjà depuis 2017. Et c'est Michel Turco qui me l'a dit. Et d'ailleurs, Michel et Guy m'ont expliqué qu'en fait, sous l'impulsion de Gigi Dall'Igna, la Desmo, c'est la première MotoGP à avoir appréhendé le règlement et les limites technologiques comme le font les Formule 1. Électronique, aéro,
correcteur d'assiette, mass dumper dans la boucle arrière. La Ducati ouvre vraiment la voie et toutes les innovations depuis une dizaine d'années, alors que les Japonais n'ont rien inventé depuis la boîte seamless. Gil le résume assez bien. En fait, il dit que la Desmo, c'est un peu une histoire de déterminisme culturel. Là où les Japonais sont très procéduriers, lents, conformistes, traditionnalistes, en fait, les Latins, ils s'en foutent, ils cassent les codes et ils sont hyper proactifs. Michel, il m'explique même que Dalinia, il va jusqu'à solliciter des universitaires pour le développement de sa moto. Bon, et dernier détail qu'on m'a expliqué, c'est que pendant le Covid, les Japonais qui sont très stricts étaient vraiment pieds et mains liés, bloqués sur leur île, alors que pendant ce temps, les Italiens et les Européens ont continué à faire rouler leur moto et donc à faire avancer leur développement. Voilà. Bon, deuxième rubrique plein phare. Encore une fois, j'ai pas de chute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à réagir à cette vidéo. S'il y a d'autres motos que vous auriez aimé voir dans ce top 10, j'en ai rien à battre. Si vous avez d'autres idées de format, que ce soit historique, marché, passion, produit, n'hésitez pas. À tout bientôt.